Bonjour à tous. Donc, on voulait vous faire un topo sur les malformations vasculaires et la génétique. Quand et quoi demander avec Mélanie Herriès de la Pitié-Salpêtrière et moi-même qui suis de Lariboisière de la consultation des angiomes. Je pense que c'est Mélanie qui fait passer les diapos, c'est ça ou... Oui, c'est ça. Ça fonctionne bien. Parfait. Comme introduction, c'est sur l'ensemble des anomalies vasculaires, qui est un groupe relativement large et hétérogène de malformations vasculaires. Ça inclut au fait des tumeurs vasculaires et des malformations vasculaires. Et ça dépend au fait du vaisseau qui est atteint. Donc, il y a soit le réseau affluent, qui est plutôt des malformations capillaires, veineuses ou lymphatiques, ou sinon des vaisseaux à flux rapide. Et ça, ce sont donc des fistules artério-veineuses, des malformations artério-veineuses superficielles. Et ensuite, on peut également avoir des syndromes combinés. Donc la prévalence est environ à 4,5%. Nous, on utilise beaucoup une classification de l'ISSVA. L'ISSVA, c'est une société internationale qui regroupe au fait plusieurs physiciens. Ce sont donc des différentes spécialités. Ça peut être de la radiologie, de la dermatologie, de la pédiatrie, de l'oncologie, des chirurgiens vasculaires, des chirurgiens orthopédiques, donc de toutes les différentes spécialités qui s'occupent au fait des malformations et des tumeurs vasculaires, donc des anapathes, des généticiens. C'est vraiment très très varié. Et ils ont donc fait une classification, la première date de 96, pour bien différencier ce qui sont les tumeurs vasculaires des malformations vasculaires. Alors, il faut savoir que de base, on dit quand même que les malformations vasculaires, elles sont congénitales, elles sont par contre pas forcément visibles lors de la naissance. Elles peuvent apparaître ou devenir visibles plus tard dans la vie. La plupart sont sporadiques, mais il y a maintenant des sous-entités qui ont été au fur et à mesure des années, des connaissances, etc., qui ont mis en évidence également des causes génétiques. Alors la diapo d'après, elle vous montre la classification de l'ISSVA. Alors là, c'est la version de 2014 qui a été revisitée en 2016, qui regroupe au fait deux différentes classifications. La classification initiale de l'ISSVA qui date de 1996 et qui était une classification très simpliste, très binaire et qui regroupe au fait à l'époque, elle prenait en compte les tumeurs vasculaires, dont la plus fréquente est l'hémangiome de l'enfant. Et ensuite, les malformations vasculaires qui sont sous-divisées en malformations vasculaires simples en fonction du vaisseau qui est atteint. Donc, est-ce que c'est le capillaire, le lymphatique, le veineux ou l'artério-veineux? Et ensuite également des syndromes combinés. Donc ça, c'était la classification initiale, mais elle est redevenue un tout petit peu plus compliquée en 2014. Ils ont fait l'union de deux classifications, une classification qui s'appelle la classification de Hambourg, qui, elle, était plus utilisée par les anatomopathologistes et par les chirurgiens, et cette classification de l'ISSVA. La différence de cette classification de Hambourg, elle regardait le vaisseau s'il était aplasique, dysplasique, etc. Donc, c'était pour être plus complet. Ce qu'il faut comprendre en gros, c'est déjà, il faut partir de la lésion en soi. Donc, est-ce que c'est plutôt une lésion tumorale ou est-ce qu'on est dans une lésion plutôt malformative et ensuite décliner par rapport au vaisseau qui est atteint pour se retrouver un petit peu. Mais voilà, de base, cette deuxième classification est peut-être plus complète, mais peut-être pour des novices parfois un peu plus difficile à comprendre. Alors, vous pouvez la retrouver sur le site de l'ISSVA. Qui est donné ici. Voilà, donc on peut passer à la diapo d'après. Donc là, j'ai juste repris parce que souvent, j'aime bien ce schéma initial de l'ISSVA, de la classification de l'ISSVA de 96, qui montre donc plus ce schéma plus simpliste, hein, qui différencie entre tumeurs vasculaires, et là vous trouvez les différentes tumeurs qu'on peut trouver, dont l'hémangiome infantile, et ensuite des tumeurs plus malignes, angiosarcome, des angiomes en touffe, etc. Et ensuite l'autre bras qui reprend en fait les malformations vasculaires, où là on regarde le vaisseau qui est pathologique et on va décliner en vaisseau à flux lent
qui comprend en majorité les malformations veineuses qui sont les plus fréquentes, ensuite les malformations lymphatiques, les malformations capillaires, et puis ensuite dans les malformations veineuses communes, vous avez des sous-entités qui ont ces noms propres, donc FAVA, l'angiomatose de Rao-Weiss ou des BBRNBS. Ensuite, vous avez les flux rapides. Non, c'est pas grave. Donc les communications entre des vaisseaux à flux rapide, donc des artério-veineux. Et après, en dernier, je vous ai mis un schéma qui comprend en fait ces syndromes combinés. Et ces syndromes combinés, donc, qui peuvent être une combinaison entre flux lent et flux rapide. Et donc là, on peut retrouver différentes dénominations, les malformations capillaro-veineux-lymphatiques, ce qu'on connaît également sous le nom de Klippel-Treindonnet, les malformations capillaires associées à une malformation artério-veineuse. Et donc, derrière, vous trouvez au fait les gènes qui ont été retrouvés dans certaines les mutations plutôt qui ont été retrouvées dans certaines de ces combinaisons. Et puis le syndrome de Faust et Prost et les syndromes de Cowden. Voilà. Donc sur la diapo là, vous voyez que au fait, la génétique, c'est quand même un domaine relativement récent dans ces malformations, ces consultations d'angiomes, elles existent depuis une quarantaine d'années. Et donc, c'est quand même que depuis 2007 ou déjà maintenant, ça fait quand même déjà 13 ou 14 ans. Mais en tout cas, pour nous qui nous occupons de ces malformations et ces tumeurs vasculaires depuis longtemps, c'était vraiment une révolution de voir qu'on avait une équipe à Bruxelles qui s'était vraiment penchée sur ce problème et qui a donc, à fur et à mesure, découvert plusieurs gènes qui peuvent être responsables de certaines de ces anomalies vasculaires. Donc, on va commencer sur la diapo d'après. Alors, ça reste relativement rare. Notre CNMR, il est sur les MAV superficiels, donc les artério-veineux. La plupart des MAV superficiels restent quand même des lésions qui sont sporadiques, donc pour lesquelles, pour l'instant, on n'a pas trouvé un gène causal. On a trouvé dans des lésions un petit peu particulières qui ont une MAV superficielle, on a vu que ces patients avaient des lésions cutanées, pouvaient avoir des lésions cutanées associées, et dans certains cas, c'était justement dû à une mutation RASA1, et ça c'est le cas comme vous voyez en haut à gauche, c'est une coloration relativement foncée. On peut avoir une ou plusieurs lésions qui peuvent être situées sur l'ensemble du corps, et si le patient a une MAV superficielle plus ces lésions, eh ben, on va penser à cette mutation RASA1. Et pourquoi c'est important? Eh ben, parce que chez ces patients-là, on va rechercher également une MAV intracrânienne ou spinale qui peut être associée. Alors dans 30% des cas, éventuellement une MAV intracrânienne, et puis dans également certains cas des MAV spinales. Il y a une deuxième localisation, une lésion cutanée qui est un peu plus discrète, qui est beaucoup plus claire et qui a un halo blanchâtre. Vous voyez très discrètement, il y a un petit halo blanchâtre qui est autour de cette lésion. Et ça fait plus évoquer la mutation FB4. Elle est un peu moins fréquente que que ces lésions cutanées évoquant le RASA1. Elles sont également associées donc à une MAV superficielle, mais dans un moins grand nombre de cas, on a une MAV intracrânienne associée. Et puis, comme je vous ai dit, la plupart des patients qu'on voit sont quand même des patients qui n'ont pas d'autres lésions cutanées associées. Et donc là, on se demande maintenant, est-ce qu'éventuellement, ces patients-là, est-ce qu'on aurait une mutation somatique, c'est-à-dire une mutation qui n'est pas dans le sang, mais qui serait dans le tissu de la malformation? Et est-ce que ça serait dû à un second hit, ce qu'on appelle les généticiens. Donc ça, c'est pour les MAV superficielles. Alors, diapo d'après. Donc, je vais vous parler également des autres malformations vasculaires
qui ne font pas partie du CNMR, mais qu'on voit quand même au sein de notre consultation des angiomes. Donc là, on va parler des malformations veineuses. Donc, c'est les lésions les plus fréquentes et vous avez un panel un petit peu de différentes malformations veineuses. Alors, le pied que vous voyez en bas à gauche, ça, c'est une malformation veineuse commune. C'est-à-dire que c'est l'enfant, il naît avec, il va grandir, la lésion va grandir proportionnellement avec l'enfant. Ça va être une lésion plutôt dépressible, isolée, et ça, c'est la malformation veineuse commune. Alors, on a d'autres lésions, les malformations, par exemple, les glomangiomatoses. Là, vous voyez une plaque qui est au milieu, le dos, cette lésion très étendue au niveau du dos. On peut avoir une toute petite lésion chez une personne de la famille et chez le prochain, vous pouvez avoir une atteinte beaucoup plus diffuse. Dans ce cas-là, on va rechercher une hérédité. Dans les malformations veineuses communes, moins. Alors, on recherche une lésion génétique plutôt très souvent quand même plus dans les lésions multiples, c'est-à-dire soit la glomangiomatose, soit les malformations cutanéo-veineuses, comme vous voyez en bas, là où il y a la petite lésion nodulaire sur la main, et puis également une deuxième localisation au niveau de la muqueuse buccale. Ensuite, vous avez également le syndrome de BRNB, où vous avez des petites lésions bleutées multiples. Là également, ça va vous évoquer éventuellement une lésion où il faut rechercher une mutation. Ensuite, les autres lésions, vous avez des lésions nodulaires qui peuvent être dans différents endroits, comme le syndrome de Maffucci, c'est les lésions nodulaires multiples pour lesquelles, pour l'instant, on n'a pas encore trouvé de gènes. Et puis des syndromes combinés qui sont également bleutés, qui sont ces syndromes capillaro-veineux, comme le syndrome de Klippel-Treindonnet. Diapo d'après. Voilà, c'est un petit résumé dans quelles malformations veineuses, donc les malformations un peu bleutées, est-ce qu'on peut rechercher ou est-ce qu'on a identifié pour l'instant déjà des gènes. Et bien, c'est dans ces différentes malformations, soit cutanéo-muqueuses multiples, donc peau et muqueuse, et dans la famille, vous allez trouver plusieurs personnes qui peuvent être atteintes. Et puis dans certaines lésions où on recherche également une mutation somatique dans certaines malformations veineuses comme le Blue Rubber Bleb Nevus Syndrome que vous voyez en bas à droite. Diapo d'après. Donc là, c'est juste pour vous remontrer cette autre entité dans les malformations veineuses qui sont ces plaques, ces glomangiomatoses, qui peuvent être très discrètes. Là, vous avez une vraie plaque sur un ensemble de lésions, mais on peut, chez un seul sujet, juste trouver une toute petite lésion bleutée et elles ont cette spécificité qu'elles sont douloureuses au palpé parce que ces petites cellules sont englobées par des petits filets nerveux, ce qui donne ce côté très douloureux. Et chez ces patients-là, on a identifié donc une translocation sur le chromosome 1 P21, P22. Diapo d'après. L'autre forme de malformation à flux lent sont les malformations lymphatiques. Chez ceux-là, pour l'instant, on pense éventuellement qu'il y a également une mutation PIK3CA et que éventuellement cette mutation, elle peut éventuellement également être individualisée dans le liquide lymphatique. Diapo d'après. Et puis les derniers, c'est les malformations capillaires qui sont donc dans un cadre d'un syndrome, c'est-à-dire le syndrome de Sturge-Weber, où on a une atteinte cutanée, mais également leptoméningée, éventuellement rétinienne et cérébrale. Et dans ces cas-là, donc normalement également, il y a une forte probabilité de lésions sporadiques dans les malformations capillaires, mais dans le Sturge-Weber, on aurait identifié la mutation somatique GNAC. Voilà. Diapo d'après. Et alors ensuite, donc ça c'était pour les différentes malformations, soit à flux lent, soit à flux rapide. Après, il y a des syndromes combinés. Diapo d'après. Alors, un syndrome qui est donc appelé, l'acronyme c'est CLOVES. C'est pour des anomalies au niveau lipomateux. Donc, c'est l'ensemble du corps. Vous pouvez avoir des anomalies lipomateuses, des malformations lymphatiques et également des anomalies au niveau des orteils et
des pieds et des mains, pardon, où vous pouvez avoir une sorte diastasis. Et dans ces formes-là, on a trouvé une mutation PIK3CA qui peuvent être associées et des anomalies osseuses. Diapo d'après. Voilà, dans les syndromes combinés qui sont donc le Klippel-Treindonnet, également la mutation PIK3CA semble avoir été individualisée dans certains cas. Diapo d'après. Et puis, dans la classification de l'ISSVA, cette autre entité qui est un amartome pétène a pour l'instant été classée dans les anomalies vasculaires non classifiées. Alors, est-ce qu'il faudrait la classer dans les tumeurs vasculaires ou non? Mais bon, pour l'instant, elle était restée dans les anomalies vasculaires non classées. Diapo d'après. Elle a fait d'abord l'objet au fait de posters, hein, parce que c'était une entité un petit peu à part d'un point de vue clinique et puis également anatomopathologique. Donc on trouvait que c'était plutôt euh, euh, une lésion dure, hypervascularisée, dont l'aspect était atypique parce qu'il y avait des vaisseaux à flux rapide et progressivement ils ont donc identifié cette mutation pétaine. Diapo d'après. Et là, je vous montre par exemple un exemple comment nous, on le voit en consultation. C'est un patient qui nous avait été adressé pour une tuméfaction de cuisse qui a brutalement augmenté de taille. Il était déjà âgé de 18 ans, il avait une vie tout à fait normale. Et puis très brutalement, il y a une tuméfaction de la cuisse qui est apparue avec un flux rapide, un essoufflement qui s'est progressivement installé. Et donc, nos confrères avaient pensé plutôt à une malformation artério-veineuse et ont commencé à emboliser ce jeune garçon sans avoir un vrai bénéfice. Et puis, à l'examen clinique, quand nous, on l'a vu, on trouvait que c'était une lésion plutôt atypique. Diapo d'après. Quand on regarde son imagerie, ce n'était pas typique pour une malformation artério-veineuse. On voit quelque chose qui est très rapide, mais qui n'est pas typique pour une malformation artério-veineuse, qui représente juste beaucoup de vaisseaux. Diapo d'après. Et c'est au fait en réexaminant le patient et en se rendant compte qu'il avait également une macrocéphalie qu'on s'est dit qu'il pouvait s'agir au fait de ce qu'on appelle un amartome des tissus mous. Et donc, on a fait une enquête génétique et il s'est avéré qu'il s'agissait donc de cette entité qu'on appelle amartome des tissus mous, donc FOST, et pour lesquels les embolisations sont inefficaces et qu'un traitement par siralumulus pourrait éventuellement agir sur cette voie de signalisation. Diapo d'après. Voilà, c'est un peu pour vous dire que globalement, à l'heure actuelle, c'est encore quelque chose qui est tout nouveau, mais c'est vrai qu'on espère quand même que la découverte et l'analyse de plus de ces voies de signalisation des anomalies vasculaires pourrait après peut-être aboutir à des traitements. Donc, je laisse le reste de la partie à Mélanie. Merci Anouk. Donc effectivement, comme Anouk vous l'a dit, la plupart des malformations vasculaires sont sporadiques et avant de revenir sur celle-ci, je vais quand même vous parler des quelques rares formes familiales qui existent, qui sont généralement associées à des formes syndromiques et pour lesquelles des mutations constitutionnelles donc, ont pu être identifiées et sont connues, et donc pour lesquelles on peut proposer un diagnostic génétique constitutionnel. Donc, dans notre cas, au laboratoire de génétique de la Pitié-Salpêtrière, on utilise une approche avec un panel de gènes suivi d'un séquençage NGS pour proposer donc ce diagnostic dans le cadre de la maladie de Ranvier-Osler, du syndrome de malformation capillaire et malformation artério-veineuse, des malformations veineuses cutanéo-muqueuses multiples et des malformations glomérulineuses, et enfin du syndrome PHTS. Alors, il existe deux autres types de malformations vasculaires héréditaires, les cavernomateuses cérébrales familiales, pour lesquelles 3 gènes sont connus. Et ces gènes sont inclus dans notre panel, mais dans un but de diagnostic différentiel, puisque le laboratoire de référence pour l'analyse de cette pathologie est celui du professeur Tournier-Lasserve à la Reboisière.
Et enfin, les lymphodèmes primaires, pour lesquels plus d'une vingtaine de gènes sont identifiés à ce jour, mais qui ne sont pas analysés dans notre panel pour l'instant. Donc, je ne vais pas revenir sur ces deux dernières pathologies puisqu'elles ne sont pas analysées dans notre laboratoire, mais je vais rapidement vous présenter celles pour lesquelles nous proposons une analyse génétique. Alors, tout d'abord, rapidement, la maladie de Randu-Osler. Donc, c'est une maladie qui se transmet de façon autosomique dominante, dont la pénétrance est quasi complète à 50 ans et dont le diagnostic clinique est établi selon les critères de Curaçao, à savoir la présence d'épistaxis, de télangiectasie cutanéo-muqueuse, la présence de malformations artério-veineuses localisées au niveau pulmonaire, hépatique, cérébrale ou digestive, et enfin l'existence d'une histoire familiale. Alors, selon ces critères, si un seul est présent, le diagnostic est improbable et du coup, une analyse génétique n'est pas recommandée. Si deux critères sont présents, le diagnostic est possible et il devient certain quand trois critères sont présents. Et dans ces deux derniers cas, donc un diagnostic possible ou certain, on peut proposer une analyse génétique. Donc, dans le cadre de la maladie de Randu-Osler, 4 gènes sont connus. Ils appartiennent tous à la voie de signalisation des BMP. Les deux gènes principaux sont le gène de l'endogéline et ACVRL1, qui codent respectivement donc, pour un corécepteur et un récepteur de type 1 de la voie BMP. Excusez-moi. Il a également été décrit des mutations au sein du gène SMAD4 dans les formes d'HHT associées à une polypose juvénile principalement. Et plus récemment, il a également été décrit des mutations dans le gène GDF2 qui code pour un des ligands de cette voie, le BMP9. Donc, il a été décrit quelques rares mutations dans une étude américaine, mais à ce jour, aucune autre mutation n'a été retrouvée ou décrite dans ce gène. Donc, globalement, on retrouve une mutation dans l'un de ces gènes dans environ 80 à 90% des cas de suspicion de maladie de Randu-Osler. Et excepté pour les mutations du gène SMAD4, il n'existe pas vraiment de corrélation génotype-phénotype dans cette maladie, même s'il a été quand même rapporté une prédominance des malformations artério-veineuses pulmonaires dans les formes associées à des mutations du gène endogéline et une prédominance des MAV hépatiques dans les formes associées à une mutation du gène ALK1. Alors, le deuxième syndrome pour lequel un diagnostic constitutionnel peut être proposé est donc le CMAVM, donc qui, comme son nom l'indique et comme Annette vous l'a dit, présente l'association de malformations capillaires cutanées multifocales associées à des malformations artério-veineuses cérébrospinales ou superficielles. Cette maladie se transmet également de façon autosomique dominante et la pénétrance est assez élevée. Et donc, il existe deux formes connues, les CMAVM1 qui sont associés aux mutations du gène RAS1 et qu'on retrouve dans environ 50% des cas de CMAVM, et le CMAVM2, identifié plus récemment en 2017 grâce à l'identification de mutations au sein du gène EPHB4 et que l'on retrouve dans environ 25% des patients suspectés de CMAVM. Donc, le gène RAS1 code pour la protéine P120 RAS-GAP, qui est un régulateur en fait négatif de la voie RAS. Et le gène EPHB4, lui, code pour un récepteur transmembranaire exprimé préférentiellement dans les cellules endothéliales veineuses et dont le ligand est l'éphrine B2, qui est telle une protéine transmembranaire exprimée préférentiellement dans les cellules endothéliales artérielles. Et ce complexe éphrine B2 et éphrine B4 contrôle la différenciation, participe au contrôle de la différenciation artério-veineuse. Et il a été montré que ce complexe éphrine B2 et éphrine B4 est capable d'inhiber également cette voie RAS.
Donc, de ce fait, les mutations au sein du gène RAS1 ou EPHB4 aboutissent à une même conséquence fonctionnelle, à savoir une hyperactivation de la voie RAS-MAPkinase par une levée de cette inhibition sur RAS. Donc, ce syndrome est donc caractérisé par la présence de ces malformations capillaires cutanées multifocales que l'on retrouve dans les deux formes, que ce soit associées aux mutations RAS1 ou PHB4. Et donc, la présence de ces malformations multifocales reste l'indication prioritaire pour proposer un test génétique. Comme vous l'a dit Anouk, une malformation artério-veineuse est retrouvée dans environ un tiers des cas de CMAVM qui sont liés aux mutations RAS1 et moins fréquemment dans les formes liées aux mutations EPHB4. Et parmi ces MAV, on retrouve à peu près une fréquence équivalente de malformations artério-superficielles, que ce soit dans les formes CMAV1 ou CMAVM2. En revanche, les MAV cérébrales ou spinales sont plus fréquentes dans les formes associées à des mutations RAS1, mais il faut quand même noter que une forme particulière de malformation artério-veineuse, à savoir les anomalies de la veine de Gallien, ont été retrouvées de façon un peu plus fréquente dans les formes associées au gène EPHB4. Et donc, il a également été décrit la présence de télangiectasie dans les formes associées aux mutations EPHB4. Et de ce fait, la présence de ces télangiectasies et de malformations artério-veineuses cérébrales ou spinales fait qu'il peut y avoir un certain chevauchement phénotypique entre le CMAVM2 et la maladie de rendu oculaire. Et c'est en particulier vrai dans les formes pédiatriques où le phénotype est souvent incomplet. Et par exemple, nous avons réalisé une étude sur une cohorte de 43 patients avec fistule artério-veineuse cérébrale ou spinale. Tous ces patients avaient moins de 18 ans. Et on a réalisé donc le screening pour les mutations ALK1, endobeline ou RAS1, ce qui a conduit à l'identification d'une mutation germinale dans un peu plus de 50% de ces patients. Il s'agissait majoritairement de mutations au sein du gène RAS1, mais quelques mutations dans les gènes impliqués dans la maladie de rendu oculaire ont également été identifiées. Donc, de ce fait, on propose une analyse génétique pour une suspicion de CMAVM chez les patients présentant donc ces malformations capillaires multifocales, mais également chez les patients présentant une malformation artério-veineuse du système nerveux central, les formes pédiatriques. Alors, le chevauchement phénotypique entre CMAVM et HHT peut également être observé chez l'adulte. Cela a été donc montré en particulier donc, pour les formes CMAVM2, où par exemple, dans cette étude, ils ont réanalysé 113 patients adressés pour une analyse moléculaire dans le cadre d'une suspicion de HHT, pour lesquels aucune mutation dans les gènes connus dans le rendu oculaire n'a été identifiée. Et ils ont recherché des mutations EPHB4 chez ces patients. Et ils ont ainsi pu identifier 10 patients porteurs d'un variant EPHB4. Ces patients avaient des manifestations cliniques assez diverses. La majorité présentaient des épistaxis et des télangiectasies. Certains avaient en plus des malformations capillaires qui auraient pu faire évoquer un syndrome CMAVM, et 2 avaient également une malformation artério-veineuse dont l'une était une malformation de la veine de Gallien. Alors, nous avons également récemment publié 2 cas de patients de patients pour lesquels on a identifié une mutation RAS1 alors qu'ils nous avaient été adressés pour une suspicion de maladie de rendu oculaire. Donc, un premier patient, c'était en fait une jeune patiente de 9 ans
qui présentaient des télangiectasies, une malformation artério-veineuse pulmonaire et hépatique et des épistaxis occasionnelles. Et un deuxième cas concernant un patient de 28 ans avec une suspicion de maladie de Rans-Lenz-Kessler devant la présence d'épistaxis, de télangiectasie et également de lésions capillaires non typiques de HHT qui auraient pu faire évoquer un CMAVM, et il avait également une atteinte hépatique. Donc, ces patients nous avaient été adressés pour une suspicion de Rans-Kessler avec 3 critères de Curaçao, mais l'analyse génétique a en fait révélé la présence d'une mutation pathogène au sein du gène RASA1 dans ces 2 cas, ce qui met bien en avant l'intérêt d'une analyse en panel de gènes pour ces formes frontières. Donc, il est intéressant de noter que dans le cas du patient numéro 2, la mutation RASA1 était en fait une mutation de novo, et que dans l'étude dont je vous ai précédemment parlé, l'une des mutations avait été identifiée comme une mosaïque germinale présente à 19% dans l'échantillon sanguin qui avait été analysé. Et c'est intéressant parce que c'est quelque chose que l'on retrouve, qui a été rapporté plusieurs fois dans le cadre des mutations RASA1, puisque, par exemple, dans cette étude, il y a plusieurs mutations en mosaïque qui ont été décrites avec une fréquence allélique allant de 3 à 25%. Et dans cette étude, nous avons également retrouvé une mutation en mosaïque de RASA1 détectée à 8% chez un patient présentant un syndrome de Parkes-Weber. Alors, il n'a pas été mis en évidence de relation entre le taux de mosaïcisme et la sévérité du phénotype dans ces différentes études. Donc, de même, le taux de mutation de novo dans le cas des mutations RASA1 est assez élevé, puisque selon les études, il est décrit entre 30 à 50%. Et donc, c'est important parce qu'il faut garder en tête du coup que le critère familial n'est pas toujours présent pour suspecter un syndrome CMAVM. Alors, un autre syndrome héréditaire qui associe des malformations vasculaires est donc le syndrome tumoral amartomateux lié à Pétain, ou PHTS, donc qui inclut entre autres le syndrome de Coden et d'autres syndromes apparentés, et qui ont donc en commun d'être liés à des mutations germinales au sein du gène PTEN, qui code pour une protéine suppresseur de tumeur qui régule la voie PI3 kinase. Il s'agit là encore d'une maladie de transmission autosomique dominante, dont l'expressivité est très variable, comme l'illustrent en fait les critères cliniques utilisés pour diagnostiquer ce syndrome. Les critères cliniques les plus fréquemment retrouvés sont donc la macrocéphalie et les signes cutanés ou muqueux, ainsi que la survenue précoce de différents types de cancers. Mais dans des critères mineurs, on retrouve également la présence d'anomalies vasculaires. Et une étude a montré que ces anomalies vasculaires sont retrouvées dans 35% des patients adressés pour une analyse PTEN, pour une analyse génétique PTEN. Et donc, je vais rapidement vous parler de cette autre étude rétrospective qui avait pour but de caractériser les anomalies vasculaires présentes chez les patients porteurs d'une mutation PTEN. Il s'agissait de 26 patients. Et chez ces 26 patients, une anomalie intracrâniale ou extracrâniale a été retrouvée chez un peu plus de la moitié d'entre eux, chez 14 patients. Alors, il est probable que ce pourcentage de 54% soit un petit peu surestimé du fait d'un biais de recrutement, puisque ces patients étaient adressés dans un centre spécialisé pour les anomalies vasculaires, mais quand même. Et les anomalies vasculaires retrouvées sont principalement de type haut débit, à débit rapide à phase flow. Et ce qu'il faut noter, c'est que tous ces patients pour lesquels une anomalie vasculaire a été trouvée présentaient également une macrocéphalie.
De ce fait, une analyse génétique PTEN est recommandée principalement pour tout patient associant donc une macrocéphalie et une malformation vasculaire, en particulier de type fascio. Alors, la dernière catégorie donc, de malformations vasculaires héréditaires dont je vais vous parler, ce sont les malformations veineuses. Donc, il y en a deux types, les malformations glomuveineuses qui sont associées aux mutations de la glomuline. C'est un gène qui code pour la protéine glomuline dont la fonction n'est pas bien connue à ce jour. Et les malformations veineuses cutanéomycoses multiples qui sont associées à des mutations du gène TIE2 qui code pour la protéine TEC qui est le récepteur de l'angiopoïétine. Et donc ces mutations identifiées au sein du gène TIE2 sont principalement retrouvées au niveau du domaine tyrosine kinase de ce récepteur et constituent des mutations de gain de fonction qui vont activer de façon constitutive ce récepteur TEC. Donc ces deux pathologies sont là encore transmises de façon autosomique dominante et leur expressivité est assez variable, comme vous l'a montré Anouk, du fait du nombre et de l'étendue des lésions observées. Et justement, l'observation de cette variabilité d'expression de la maladie associée à des lésions localisées et qui peuvent évoluer au cours du temps, que ce soit en nombre ou en taille, ont fait évoquer l'hypothèse de l'existence justement d'un deuxième événement somatique qui pourrait être à l'origine de l'apparition de ces lésions. C'est un mécanisme qui est déjà bien connu en génétique des tumeurs et cette hypothèse s'est confirmée dans un premier temps par l'analyse des malformations veineuses associées à des mutations du gène TIE2, puisque pour plusieurs patients, il a été montré l'association d'une mutation germinale qui est détectée à la fois dans le sang et dans le tissu du patient et associée à une mutation somatique détectée uniquement dans l'ADN issu de la lésion. Donc, c'est un mécanisme qui ensuite a été décrit également pour les mutations de la glomuline dans les malformations glomuveineuses, mais aussi plus récemment pour les mutations RAS1 dans les CMAVM de type 1. Alors, on voit peut-être pas très bien, mais vous avez ici une mutation détectée spécifiquement au niveau de la lésion et plus particulièrement au niveau des cellules endothéliales de cette lésion qui est associée à la présence d'une autre mutation qui, elle, est retrouvée aussi au niveau germinal. Et ce même mécanisme a été également décrit très récemment pour des mutations des gènes endoglines et ALK1 dans des lésions télangiectasiques de la maladie de Randu-Osler. Et cette étude a été faite en NGS. Et du coup, il a été possible de montrer dans cette étude que ces deux mutations, la mutation germinale et la mutation somatique, ne sont pas présentes sur les mêmes rides de NGS, c'est-à-dire qu'elles sont localisées en trans et correspondent bien donc à une inactivation biallélique de ces gènes. Alors, l'existence de ce deuxième hit somatique dans ces formes héréditaires de malformation vasculaire a conduit à émettre l'hypothèse selon laquelle les formes sporadiques, qui, il faut le rappeler, donc, sont les formes les plus fréquentes de malformations vasculaires, pourraient être liées à des mutations somatiques. Et la première confirmation de cette hypothèse est venue donc, de l'étude des malformations veineuses sporadiques pour lesquelles il a été identifié en 2009 des mutations somatiques au sein du gène TIE2, à la fois chez des patients présentant des lésions multiples ou des lésions isolées. Donc, vous avez par exemple ici l'exemple de deux patients pour lesquels deux mutations somatiques du gène TIE2 ont été identifiées à partir de l'ADN de deux lésions de localisation différentes.
Et on voit que l'une de ces mutations est commune aux deux lésions, ce qui suggère une origine commune pour les cellules endothéliales anormales sur ces sites distants de lésions. Plus récemment, il a également été montré l'existence de mutations somatiques au sein du gène PIK3CA dans ces mêmes malformations veineuses sporadiques. Et une étude récente montre qu'en fait, une mutation, que ce soit au sein du gène PIE2 ou PIK3CA, est retrouvée dans environ 2/3 des malformations veineuses sporadiques. Donc, ces recherches de mutations somatiques sont quand même des choses assez difficiles puisqu'il s'agit d'aller rechercher des mutations qui sont présentes parfois à de faibles fréquences alléliques et dans des tissus qui sont généralement hétérogènes. Et donc, ce type d'étude a grandement bénéficié du développement du NGS pour identifier ce type de mutation. Et à ce jour, il y a de plus en plus d'études qui montrent justement l'existence de ce type de mutations somatiques dans différents types de malformations vasculaires. Et je vous cite ici l'exemple d'une étude qui a analysé 25 tissus congelés issus de l'exérèse chirurgicale de malformations artério-veineuses superficielles et qui a mis en évidence une mutation au sein du gène MAP2K1 chez 16 des 25 patients analysés. Ces mutations étaient présentes à une fréquence allélique comprise entre 2 et 10%. Et on voit qu'elles sont toutes localisées à proximité du même domaine de la protéine MEK1 qui est codée par ce gène M2K1. Donc, par ce genre d'études, ces dernières années, on voit que le spectre des malformations vasculaires pour lesquelles une mutation somatique a été identifiée s'est grandement élargi et que cela concerne tout type de malformations, que ce soit les malformations à bas débit avec des mutations dont on a parlé donc, dans les gènes TEC et PIK3CA pour les malformations veineuses sporadiques ou des mutations du gène TEC dans le syndrome de Lyme. Il a également été décrit donc, des mutations du gène PIK3CA dans les malformations lymphatiques et les anomalies vasculaires fibro-adipeuses. Les mutations MAP3K3 ont été mises en évidence dans les malformations veineuses verruqueuses et les mutations du gène GNAQ sont connues dans les malformations capillaires isolées. On retrouve également des mutations somatiques dans les malformations artério-veineuses, donc dans les malformations artério-veineuses superficielles, des mutations du gène MAP2K1, et dans les malformations artério-veineuses cérébrales sont plutôt des mutations dans les gènes KRAS et BRAF. Dans les syndromes combinés, on retrouve également des mutations somatiques, donc les mutations du gène AKT1 pour le syndrome de Proté, des mutations donc, dans le gène PIK3CA pour les syndromes d'hypercroissance associés à des mutations du gène PIK3CA, les mutations GNAQ dans le syndrome de Sturge-Weber et GNA11 pour les malformations capsulaires diffuses. Alors, ce que l'on constate, c'est que la plupart de ces mutations siègent donc dans des gènes qui sont impliqués dans des voies de signalisation impliquées dans la croissance cellulaire et en particulier la voie PI3 kinase mTOR et les voies RAS-MAP kinase. Et ce sont les mêmes voies que l'on retrouve en fait, pour lesquelles on retrouve des mutations dans la génétique des tumeurs. Et ces mutations vont entraîner donc une activation de ces voies, soit par le biais donc, de mutations gain de fonction dans des acteurs de la voie, comme c'est le cas pour les gènes RAS ou MAP2K1, ou en provoquant donc une perte de fonction des protéines inhibitrices de ces voies, comme par exemple des mutations de fonction PTEN ou RASA. Et l'année dernière, en fait, en 2019, une étude portant sur 319 échantillons de tissus de patients atteints de malformations vasculaires diverses
une étude par séquençage au débit, a montré qu'une mutation somatique est retrouvée dans un des acteurs de cette voie chez environ 43% des patients, avec des fréquences alléliques variant de 2 à 24%. Donc, pourquoi aller rechercher ces mutations somatiques? Eh bien, comme vous l'a dit Anouk, les options thérapeutiques pour les malformations vasculaires à ce jour sont assez limitées. Et il existe en fait des molécules thérapeutiques qui sont connues pour cibler ces voies de signalisation et qui sont actuellement utilisées dans les traitements anticancéreux. Et donc, vous pouvez les voir ici en bleu. Et donc, il y a un intérêt à aller déterminer le profil moléculaire de ces malformations vasculaires pour potentiellement pouvoir utiliser ces traitements spécifiques. Donc, la molécule qui a été la plus testée à ce jour, et c'est probablement donc la rapamycine ou le sirolimus, donc qui est un inhibiteur de mTOR et pour lesquels plusieurs essais cliniques sont en cours ou sont même terminés pour le traitement des malformations vasculaires. Il y a par exemple eu une étude clinique prospective monocentrique de phase 2 qui a montré l'efficacité du sirolimus pour le traitement des patients avec malformation vasculaire à bas débit. Et actuellement, une étude prospective multicentrique de phase 3 est en cours chez des patients adultes et pédiatriques atteints de malformations vasculaires à bas débit. Alors, une autre molécule qui a été testée, c'est le trametinib, qui est donc un inhibiteur de MEK. Et cette molécule a été testée chez une jeune patiente qui présentait une malformation artério-veineuse au niveau du dos et pour laquelle une mutation, donc MAP2K1, qui est le gène qui code pour MEK1, a été identifiée donc, au niveau somatique, ce qui a donc conduit à proposer un traitement par cet inhibiteur. Et l'évaluation clinique à 1 mois et à 6 mois a montré une réduction significative de la taille de la lésion et du volume de la lésion, donc ce qui fait que ce type de traitement pourrait être étendu à d'autres patients porteurs de ce genre de mutation. Enfin, une autre étude a également porté sur un inhibiteur de PIK3CA, le BYL719, chez des patients atteints du syndrome de Cloves, donc qui associe entre autres une hypercroissance et une malformation vasculaire. Et là encore, ce traitement a montré une réduction significative des tailles des lésions chez ces patients. Donc, ces découvertes ouvrent donc la voie des thérapies ciblées pour ces malformations vasculaires, comme ce qui peut se faire actuellement dans le cancer, en fonction donc, de leur profil moléculaire. Et donc, dans ce contexte, nous sommes en train donc, de faire évoluer notre panel pour proposer cette analyse moléculaire somatique pour les malformations vasculaires sporadiques, pour lesquels l'identification d'une mutation pourrait permettre d'envisager de nouvelles options thérapeutiques pour les patients. Donc, actuellement, nous réalisons une étude pilote avec l'équipe du Dr Biesdorf sur 15 patients présentant une MAP superficielle agressive pour déterminer leur profil moléculaire et les potentielles thérapies ciblées qui pourraient être mises en place. Donc, à l'issue de cette étude, on espère pouvoir proposer ce type d'analyse en routine. Donc, cela vient bien sûr en complément de l'analyse que l'on propose pour les formes héréditaires, et dont je vous ai parlé au début, pour lequel là, on propose une analyse constitutionnelle. Et il faut savoir que si cette analyse est négative, il est possible de poursuivre les explorations moléculaires dans certains cas par un séquençage génome entier dans le cadre du plan France Médecine Génomique 2025, puisqu'il existe 2 préindications
dans le cadre de ce plan pour des pathologies associant des malformations vasculaires, à savoir la maladie de Randu-Osler ou les malformations artério-veineuses cérébrales spinales et superficielles isolées de l'enfant et familiales de l'adulte. Donc, en conclusion, donc vous avez vu que les études génétiques peuvent servir donc à confirmer ou à préciser le diagnostic des malformations vasculaires pour certains cas complexes ou pour des formes frontières, qu'elles peuvent aussi aider à améliorer la nosologie de ces malformations vasculaires, mais surtout, les études récentes montrent que l'identification d'anomalies moléculaires pourrait permettre d'orienter la stratégie thérapeutique et de développer des thérapies ciblées pour ces patients et proposer une meilleure prise en charge. Et enfin, dans le cas des formes héréditaires, l'identification d'une mutation peut évidemment permettre de proposer un conseil génétique pour ces familles. Je vous remercie pour votre attention et nous sommes à votre disposition pour les questions avec le docteur Bisdorf. Merci, docteur Herriès et docteur Bisdorf, pour vos présentations. On a effectivement reçu quelques questions, si vous voulez bien que je vous les pose. Est-ce que la relation de mosaïcisme et de mutation RASA1 sous-entend une certaine haploinsuffisance? Oui, le mécanisme des mutations RASA1 est un mécanisme d'haploinsuffisance, oui. Et compte tenu des gènes impliqués dans ces maladies, donc PTEN, PIK3, RAS, etc., quid du risque oncogène de ces patients? Y a-t-il un suivi particulier? Alors, dans le cadre des mutations PTEN, oui, puisque les formes précoces des prédispositions à certains cancers font partie du spectre des mutations PTEN. Mais là, peut-être qu'Anouk pourra en dire un peu plus que moi. Dans le cadre d'une mutation RASA1, pas à ma connaissance. Oui, pour le PTEN, en effet, on fait de base déjà une échographie thyroïdienne et puis ensuite, si c'est vraiment dans le cadre d'un syndrome de Cowden, on les adresse dans des centres spécialisés où bien sûr et on surveille cancer du sein, colique, etc. Pour le PIK3CA et RASA, je pense qu'il y a quand même moins de cancers. En tout cas, nous, de base, pour l'instant, on ne fait pas un dépistage de cancer dans ces mutations-là. D'accord, merci. On a eu d'autres questions. Y a-t-il un intérêt à envoyer systématiquement une malformation vasculaire avec suspicion d'une atteinte mosaïque aux généticiens de type PIK3CA? Et y a-t-il un impact sur la prise en charge? Systématiquement, je dirais non. Non. Tant que les traitements ne sont pas proposés de façon systématique, je ne pense pas. Il y a un intérêt pour la prise en charge thérapeutique s'il peut bénéficier d'un traitement par l'inhibiteur PIK3CA. Qu'est-ce que tu en penses, Anouk? Oui, exactement. Parce que, j'allais rebondir sur la première question du chat. Malformation lymphatique, la mutation PIK3CA a été présentée comme étant possible. Y a-t-il d'autres gènes responsables identifiés? Pour l'instant, je dirais non. Et quel est le taux d'identification du gène PIK3CA dans les malformations lymphatiques? Ça, c'est difficile parce qu'on commence tout juste, en tout cas, Ouais. on ne va pas faire une enquête dans chaque malformation lymphatique. Et je pense que ce qui a mis un peu aussi la puce à l'oreille, c'est ces différentes études qui, au fur et à mesure, ont fait qu'on a individualisé le gène PIK3CA dans les malformations lymphatiques. Et puisque souvent, il y a une composante lymphatique dans les syndromes combinés, c'est également comme ça qu'on s'est rendu compte qu'il y avait du PIK3CA. Mais systématique, pour l'instant, non. Le systématique sera intéressant quand il y aura la possibilité de prise en charge thérapeutique spécifique, de thérapie ciblée. Je ne sais pas si on a répondu aux questions. Voilà. Je pense. On a une nouvelle question. En cas de suspicion de maladie de Randu-Osler,
Est-on obligé de passer par un centre de référence pour demander l'analyse génétique ou cela peut-il être prescrit par le généraliste? Alors, par un généraliste, non. Ça, c'est sûr que non. Il est préférable d'adresser ses patients dans un centre de compétences. Après, s'il est vu au sein d'un CHU avec une équipe pluridisciplinaire, en tout cas, c'est plutôt un généticien qui doit nous adresser la prescription. C'est recommandé. Partout, il y a des centres de compétences. Ouais. Si ce n'est pas le centre de référence, il y a des centres de compétences pour lesquels voilà, vous êtes adressé dans un centre de compétences qui pourra faire la prise de sang. Oui, je pense que la liste est sur le site de Favamulti. Oui, probablement. Sur la maladie d'Andios-Ler, on a eu une autre question. Lorsqu'un parent est confirmé maladie d'Andios-Ler et que les enfants font également des épitaxies régulières, à partir de quel âge il faut déclencher un processus de confirmation du diagnostic? Moi, j'aurais envie de vous adresser au centre de référence du coup de Randy-Osler. Nous, on en voit moins, donc c'est Lyon, c'est Thonon, c'est Ambroise Paré. À partir de quel âge je pense que si ça devient vraiment très symptomatique, je pense qu'il y a même un âge. Je ne pourrais pas vous répondre précisément. En pratique, nous, au laboratoire, on a des demandes pour chez des enfants assez jeunes. Voilà. Et après, c'est pas forcément systématique. Ok. Pour les mutations mosaïques, est-ce que la mutation peut uniquement être détectée via une biopsie du tissu atteint et quels sont les risques? Par exemple, l'aggravation de la malformation. Alors, oui, c'est dans le tissu. Quels sont les risques? Alors, je pense que dans ce cas-là, il parle plutôt des MAV superficielles. On a toujours dit qu'il ne fallait pas trop biopsier dans une MAV superficielle par peur qu'elle augmente de taille. Après, je pense que ça dépend de chaque équipe. Je pense que si c'est une localisation où de toute façon on a peur qu'il y a une augmentation de taille, le but pour la biopsie, c'est quand même éventuellement de faire une thérapeutique. Il faut un petit peu évaluer le risque de la biopsie et le bénéfice que ça peut apporter. Donc, je dirais que c'est au cas par cas. Si c'est une localisation qui est vraiment très délicate et avec un risque de progression qui est grand, je pense qu'il vaut mieux faire la biopsie, s'assurer qu'éventuellement on a une voie de signalisation et proposer un traitement par ailleurs. Après, là, je pense que ça reste des discussions au cas par cas. Hein. C'est difficile à donner une réponse un peu générale. Je sais pas, Mélanie, tu penses Pour la partie mosaïque, oui, j'aurais vu qu'il faut effectivement une analyse sur le tissu pour la mettre en évidence. Après, sur les risques des biopsies, là, c'est plus comme tu le dis, au cas par cas. Je pense que de toute façon, soit c'est un stade 1, elle augmente pas beaucoup, pour l'instant on la surveille, et quand ça commence à être une stade 2 ou 3 où elle augmente de taille, la biopsie est justifiée si on pense vraiment à un mosaïcisme parce qu'on souhaite à ce moment-là proposer un traitement. Je verrai plutôt comme ça la réponse. D'accord. Je vous remercie pour vos réponses aux questions. Je crois qu'on a répondu à toutes les questions qui étaient sur le chat. Merci pour vos présentations et vos réponses aux questions. Et je vous souhaite une bonne soirée. Merci, au revoir. Merci beaucoup.